Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve Be'ezrat Hashem pour un commentaire concernant la paracha, la sidra de Vayakhel, qui signifie littéralement rassembler. Vayakhel Moshe, c'est au début de la paracha. Moïse rassemble les Bnei Israël pour leur communiquer Hadvarim Asher Tziva Hashem la Rasototam, c'est-à-dire les choses que Dieu lui a ordonnées et qu'il doit transmettre au Bnei Israël. En l'occurrence, ces choses-là, il s'agit essentiellement de la construction du Mishkan, de tous les matériaux qui vont être nécessaires, avnei shoam, avnei milouim, les tentures, treled ve'argaman, zahav achesef unchoshet, l'or, l'argent, le cuivre, pour pouvoir construire l'édifice de la maison d'Akadosh Baruch Hu, le Mishkan. Et on va effectivement assister à l'élaboration, à la construction, par notamment Betzalel ben Uri ben Hur, Oliav ben Achisamar les Matédan, par ces deux personnages, à la construction des différents ustensiles du Mishkan. Il est intéressant de remarquer d'ailleurs que l'ordre dans lequel leur construction nous est présentée n'est pas le même ordre qui a été susmentionné dans la paracha de Teruma et de Tetzavé. Il faut que vous sachiez que la paracha, les sidrotes de Teruma et de Tetzavé qui sont parvenus auparavant, c'est quelque part, on va dire, l'aspect théorique, l'ordre que Akadosh Baruch Hu communique à Moïse. Et là, on assiste à l'effectuation, à la mise en pratique de ces parachiotes-là. Vayakel et Pekoudé. Vayakel Pekoudé, c'est donc à la fois l'élaboration des ustensiles du Mishkan et des Bigdei Kehuna, c'est-à-dire des vêtements des Kohanim. Alors évidemment, en début de paracha, il y a tout de même une notion qui va susciter beaucoup de commentaires. Il y a tous les Mefarshim qui ont écrit dessus. C'est que Moïse, avant de communiquer aux Bnei Israël les besoins nécessaires pour la construction du Mishkan, il leur parle de la mitzvah du Shabbat. Pendant 6 jours, tu vas travailler, et le 7e jour, ce sera pour vous quelque chose de kadosh, quelque chose de saint. Et tous les commentateurs se questionnent, se disent, mais pourquoi Ribono Shalom, qu'est-ce qu'il lui a pris à Moïse? On va parler du Mishkan. Pourquoi il a pris cette mitzvah en particulier, celle du Shabbat, pour en venir en parler avant l'élaboration, la construction du Mishkan? Quel est le rapport finalement entre le Shabbat et la construction du Mishkan? Et évidemment, alors le premier qui va se lancer dans cette explication, évidemment, c'est Rashi. Rashi qui va nous dire quoi? Qui va nous dire tout simplement que la raison pour laquelle en fait on a juxtaposé le Shabbat au Mishkan, eh bien c'est pour nous enseigner que le Mishkan n'est pas doché le Shabbat. C'est-à-dire que la construction du sanctuaire, qui nous semblerait-il est une mitzvah extraordinaire, ne repousse pas pour autant le Shabbat. Le Shabbat, tout le monde doit s'arrêter de travailler, même pour édifier la maison du bon Dieu, même pour édifier la maison d'Hachem. Mais Hachem, il n'a pas où dormir. Non, tu t'arrêtes de travailler. Le Shabbat, il arrive, ça vient. Sheshet yamim ta'aseh melacha, uayom hasheveai tishbot. Et le 7e jour, tu devras donc t'arrêter. Rashi. Alors évidemment, il y a la Gemara aussi qui vient d'Oreshet, qui à partir de cette juxtaposition, elle va déduire toutes les melachot qui sont interdites pendant Shabbat. D'accord? Écrire, otsaha, porter, bonnet, construire et ainsi de suite. Tous ces 39 melachot sont déduits justement du Mishkan, suite à cette juxtaposition dans la Masechet Shabbat. Il y a Bravanel qui va poser la question sur Rashi, qui va dire, mais il y a déjà eu cette occurrence de juxtaposition entre le Mishkan et le Shabbat. Il faut remonter à la paracha de la semaine dernière. Alors c'est inverse cette fois-ci. C'est-à-dire qu'en conclusion des ordres concernant la construction du Mishkan, on nous parle du Shabbat. Là ici c'est l'inverse. On nous parle d'abord du Shabbat et ensuite on nous parle du Mishkan. Bon, il y a toute une élaboration autour de cela. Il y a même le Orach Chaim HaKadosh. Le Orach Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui donne une signification peut-être plus profonde, qui dit que les Bnei Israël, quelque part, pour venir s'astreindre à la construction de la maison d'Hachem, il fallait qu'ils fassent une tchouva, une pénitence complète vis-à-vis du Chet HaEgel, la faute du veau d'or qui s'est produite dans l'intervalle. Et donc, ici, la tchouva, elle devait passer par l'acceptation du Shabbat, parce que le Shabbat symbolise en lui-même le rejet de l'idolâtrie et tous les commandements de la Torah, d'une certaine manière. Donc, le Chaim HaKadosh qui essaie d'expliquer en profondeur. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que le point commun entre toutes ces explications, c'est d'établir un lien de causalité, de cause à effet, entre d'un côté la mitzvah du Shabbat et de l'autre la construction du Mishkan. Et moi, c'est sur ça que je veux vous interroger. Est-ce que ce lien, il est à faire dans ce sens? C'est-à-dire, dans quel autre sens il pourrait y avoir? Quel autre sens? Pourquoi Moïse parlerait-il du Shabbat si ce n'est pas pour le mettre en lien avec le Mishkan? Peut-être que Moïse nous a parlé du Shabbat
À ce moment-là précisément, non pas parce qu'il voulait le mettre en lien avec le Mishkan, mais pour une autre raison. Mais quelle raison? Où je vais vous sortir ça? On va voir Rashi, le premier Rashi de la paracha, qui nous dit Vayakhel Moshe, Moïse a rassemblé, Zokt Rashi, dit Rashi, le Machorat Yom Kippourim, le lendemain Yom Kippour, Kshe Yarad Minahar, lorsqu'il est descendu de la montagne. De quoi Rashi y parle? Rashi nous replace un peu le contexte historique de cet événement. Encore une fois, on s'était arrêté au don de la Torah, aux 10 commandements qui ont eu lieu le 6 Sivan. Entre-temps, les Bnei Israël ont fauté, le Chet HaEgel, le 17 Tammuz, Rosh Chodesh Elul. Il est remonté, il a été pardonné, il est remonté et finalement il est redescendu avec les deuxièmes tables de la loi, le 10 Tishri. Le 10 Tishri, le jour de Yom Kippour. Moïse redescend, la Teshuvah est faite et le lendemain, nous dit Rashi, les Machorat Yom Kippourim, le lendemain de ce premier Yom Kippour de l'histoire, en vérité. C'est la première fois, le premier Yom Kippour de l'histoire. Le lendemain, Moïse les rassemble et leur parle du Shabbat. Les amis, est-ce que Rashi, il est en train de nous tenir un carnet de bord? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là? Qu'est-ce qui se passe? C'est son journal intime? On essaye de dire, non mais il fait un travail historique, c'est quoi? On essaye de situer historiquement où est-ce que ça se passe? On a besoin de savoir l'histoire, dans quel ordre elle se déroule. Vayakhel Moshe, Tachlès, dis-moi ce que Moshe il a fait. Mais j'ai besoin de savoir à quelle date précisément ça a eu lieu. Ça a une importance. Depuis quand Rashi, il se transforme en journaliste historique? Depuis quand Rashi, c'est un historien? Depuis quand Rashi, il essaye de nous dire, tu sais, fais attention, hein, c'est arrivé à ce moment précisément et pas un autre moment. Ce que je vous pose comme question, c'est que Rashi, s'il a trouvé nécessaire de devoir intervenir, c'est peut-être parce qu'il voulait nous apprendre quelque chose de plus subtil, de plus profond, simplement que de dire, je vais t'enseigner le contexte historique du lieu, du moment où cette paracha a eu lieu. Qu'est-ce que Rashi est venu repousser? Peut-être que Rashi est en train de nous dire que la raison pour laquelle Moïse a parlé du Shabbat, c'est pas tant pour le mettre en lien avec le Mishkan, mais c'est surtout parce que c'était le lendemain de Yom Kippour. Aïe 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 aïe. Depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver un lien entre le Shabbat et le Mishkan, mais ça n'a rien à voir. Moïse, il n'a pas parlé du Shabbat parce qu'il devait parler du Mishkan. C'est pas que Moshe avait besoin de parler du Mishkan et il s'est dit wow, stop. On va parler du Shabbat avant. Il faut que vous sachiez que le Shabbat, il est doché même le Mishkan. Non, c'est pas dans ce sens-là, nous dit Rashi. Vayhi le machorat yoyim kippurim. La raison pour laquelle il est venu et il t'a parlé du Shabbat, c'est peut-être, justement parce qu'on était le lendemain de Yom Kippour. Et ça n'a rien à voir avec le Mishkan. Mishkan, c'est il est venu, il devait en parler. Hagavoche kemashmalan. Je t'enseigne en plus qu'il y a un Hekesh, une juxtaposition. Viens, je vais en profiter pour te faire un lien entre le Shabbat et le Mishkan. Mais c'est pas que je te parle du Shabbat en tant qu'introduction pour le Mishkan, c'est pas ça l'idée. C'est pas que le Shabbat est un préambule à la construction du Mishkan, non. Le Shabbat, c'est la conclusion de Yom Kippourim. Le Shabbat, c'est la synthèse du jour Yom Kapara, le jour où Akadosh Baruch Hu nous a donné les deuxièmes Luchot Abrit. Le Shabbat est à mettre en lien avec Yom Kippour plutôt que de le placer en introduction à la construction du Mishkan. Et là, on a trouvé un autre lien, un nouveau lien. Depuis le début, je vous ai expliqué que la plupart des commentateurs, et même à la synagogue, vous le verrez, on va essayer de vous faire un lien entre le Shabbat et le Mishkan. Mais peut-être qu'ici, Moshe Rabbeinu voulait parler du Shabbat, parce qu'on était le lendemain de Yom Kippour. Pas tant pour l'introduire vis-à-vis du Mizbeach. Alors il va falloir comprendre quelle est l'idée ici que Moshe Rabbeinu veut nous rapporter. Les amis, on garde cette petite question, on la met de côté et on va voir dans la suite de la paracha. Dans la suite de la paracha, quelque chose d'extraordinaire, de magnifique, d'incroyable pour les Bnei Israël. Moïse leur demande de ramener de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe? De l'argent, de l'or, des pierres précieuses. Les Bnei Israël, non seulement ils vont ramener, mais ils vont ramener beaucoup plus qu'il n'en le faut. Au point où on va devoir leur dire « Dai, maspik, ça suffit, arrêtez, il y en a trop. Vous avez été tellement généreux. Vous êtes tellement des beaux gosses, les Bnei Israël. Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on vous aime. Qu'est-ce que vous êtes gentils. Qu'est-ce que vous êtes généreux. Qu'est-ce que vous êtes beaux. » C'est ça qui va se passer. C'est ce que la Torah nous dit. Le Ramban, il va dire que cet événement, que les Bnei Israël ont ramené plus que ce qu'il fallait, c'est à la fois amélioratif c'est à la fois un compliment pour ceux qui ont donné, évidemment, pour témoigner de leur générosité,
Ceux qui ont reçu, les artisans, parce qu'ils ont été honnêtes, ils ont dit stop, ça y est, on en a plus besoin, on a ce qu'il faut. Et pour Moshe Rabbeinu lui-même, en tant que dirigeant, il aurait pu dire bon, très bien, on va faire du stock, donnez-moi, je vais les garder. Non, Moshe Rabbeinu, il a dit ça y est, ça suffit, on arrête, plus besoin d'apporter. C'est magnifique, c'est beau, bienvenue dans le monde des bisounours, on adore ça. Je sais pas vous, mais moi, ça me questionne. On n'a jamais vu dans la Torah qu'on faisait l'éloge des Bnei Israël. Jamais. À la rigueur, les Bnei Israël, on en parle surtout lorsqu'ils se plaignent, lorsqu'ils font des averot. Mais pour dire que c'est des tzadikim gmurim, pour dire que c'est des Baal Chesed, la Torah, ça l'intéresse pas. Je vais même aller plus loin. Peut-être que la seule fois où on fait un compliment aux Bnei Israël, ça vient même pas de nous, il faut que ça vienne de Bilaam Aracha, un prophète des nations. Ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Ma tovu alecha. À ce moment-là, il y a un compliment. Mais la Torah n'a pas pour vocation de complimenter les Bnei Israël. De mettre en avant la réussite, l'amélioration de leur comportement. Et je vais vous dire pourquoi en vérité. Parce qu'on pourrait se dire, mais c'est pas gentil quand même. On est dans de la psychologie positive, faut encourager, faut valoriser. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les Bnei Israël, vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de la Torah, c'est pas tant, on va dire, un pouvoir, c'est pas tant une force qu'ils ont, c'est une mission, c'est une responsabilité. On t'a donné une mission, on t'a donné un statut, on t'a donné un rôle. À toi de remplir ce pourquoi on t'a donné le potentiel. Et j'ai pas à te lancer des fleurs pour ça. Et la Torah n'est pas là pour lancer des fleurs aux Bnei Israël. À la rigueur, Bilaam Aracha, le prophète des nations, Ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël, qui voit l'intégrité des Bnei Israël, à la rigueur, il peut s'étonner. Il peut essayer de glorifier les Bnei Israël, parce que pour lui, il est étranger à tout ça. Vis-à-vis des autres nations, vis-à-vis de l'autre, de l'altérité. C'est possible d'envisager peut-être un compliment, une valorisation. Mais quel pouvoir, quelle grandeur des Bnei Israël. Mais on n'a jamais vu que la Torah, elle faisait l'éloge des Bnei Israël. Au contraire, elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour ça parce qu'encore une fois, les outils, les moyens, le koach, le potentiel que l'on t'a donné, c'est pour qu'ils soient réalisés. À toi de t'en rendre digne, c'est tout. Et je vais pas te jeter des fleurs pour ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire soudainement que la Torah viendrait et nous dirait, je vais te raconter comment les Bnei Israël, ils ont été généreux, ils ont été beaux, ils ont été gentils. Mais de quoi tu me parles? On n'a jamais vu ça dans la Torah. Je vais même aller un peu plus loin. Allez regarder dans le texte. Mais le lachon, les mots qui sont utilisés à ce moment précis où on dit au Bnei Israël, Daï, ça suffit, arrêtez d'apporter, c'est des mots qui sont très sévères, très intransigeants. Lorsqu'on regarde, il y a marqué là-bas, Vaïtsav Moshe. Milachon tzivouy. Vous savez que le mot tsav, c'est pas vayomer, c'est pas vayomer, c'est Vaïtsav Moshe. C'est un lachon qui est très sévère. Par exemple, dans la parasha Tzav, justement, Tzav et Aaron vet banav lemor zot Torah ta'ola. On parle de l'Holocauste, Ola. La particularité du Ola, c'est qu'il n'y avait aucune part des Kohanim, il n'y avait aucune part du sacrifice qui était donné aux Kohanim. Normalement, quand on fait un sacrifice, il y a parfois une part qui revient à celui qui offre, la majorité du temps une part qui revient au Kohen, et un unique cas où il n'y a aucune part qui revient ni au Kohen, ni à celui qui l'offre, c'est le Ola. Et donc les Kohanim, c'était leur gagne-pain quelque part, les sacrifices. Donc ils auraient dit, ils auraient pu dire, moi le là, j'ai un peu plus de réticence à le faire vu que je vais pas toucher ma part dessus. Vaïtzav, tzav et Aaron vet banav lemor. Tu dois leur donner un lachon de tzivouille qui va contrecarrer quelque chose, on va dire, de naturel, quelque chose de spontané. Et là, bizarrement, c'est exactement le même lachon qu'on utilise. Vaïtzav Moshe. Si Moshe utilise un lachon de tzivouille, c'est qu'il veut contrecarrer quelque chose d'a priori négatif. Quelque chose d'a priori qu'il faut réprimander. Et quand vous regardez, à la fin, comment ça se termine cette histoire? Vaikale ha'am me'avi. Littéralement, Vaikale, Vaikhulu ha'shamaim. Se sont conclus, se sont arrêtés, ha'am, le peuple, me'avi, d'apporter. Omer Rashi, Vaikale, qu'est-ce que ça veut dire? Vaikale, c'est quoi ce lachon? Leshon menia. Menia, c'est un empêchement. Empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Alors je ne sais pas vous, mais la plupart du temps, quand j'empêche quelqu'un d'agir, c'est que ce qu'il est en train de faire, c'est pas quelque chose de bien. Si c'est quelque chose de positif, si c'est quelque chose de bien, il n'y a pas de raison de l'en empêcher. Au contraire, je l'encourage.
je l'encourage, j'accompagne. Mais empêcher, vaïtsav Moshe, vaïaviru kol bamachane, il a fallu carrément faire circuler une information préoccupante, ras shalom. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? L'épisode qui semblait jeter des fleurs au Bnei Israël, lorsqu'on le lit dans les mots, il paraît beaucoup plus grave et intransigeant que ce qui nous laisse imaginer. On est peut-être obligé de dire que c'était peut-être pas une bonne chose. Que les Bnei Israël viennent et apportent plus. Tiens, prends mon argent, prends mes pierres précieuses, prends Tchelet ve'argaman. Ça a déplu à Moshe. Et ça allait peut-être pas dans le sens de l'esprit de la Torah. Pour qui donner les Bnei Israël? Est-ce que véritablement ils ont donné pour le Mishkan ou ils ont donné pour eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont donné pour le Mishkan? Ils se sont préoccupés des ustensiles, des matériaux qu'il fallait pour pouvoir construire le Mishkan? Ou bien ce qui les intéressait? Non, laisse, je donne. Laisse-moi donner. Laisse-moi donner. Bonjour Narcisse. Comment ça va ici? Bienvenue Narcisse. Ce qui m'intéresse, c'est pas le Mishkan. Ce qui m'intéresse, c'est moi. Ce qui m'intéresse, c'est moi de donner. Veikru meitechem teruma. C'est pas à toi que je donne, finalement, c'est à moi que je me donne. Les Bnei Israël étaient peut-être en train de se racheter une conscience plus que d'édifier le Mishkan. Aïe, 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 aïe. Et Moïse Rabbeinu, il a peut-être compris l'enjeu. Il a peut-être compris ce qui se passait là. Les Bnei Israël, ils avaient besoin de se racheter une conscience. Pourquoi? Parce que cette conscience, elle a été perdue au moment du veau d'or, du Chet HaEgel, au moment du Chet HaEgel, le Haegel Azav, à ce moment-là où ils ont donné de l'or, où ils ont donné de l'or pour pouvoir construire le Haegel Azav, il fallait réparer ça. Viens, je vais te donner de l'argent, viens, je vais te donner des matériaux. Mais attends, ce que tu cherches, c'est pas à construire le Mishkan, c'est à te racheter une conscience. Et c'est pour ça que ça t'embête terriblement lorsqu'on te dit « Dai, maspik, on a ce qu'il faut ». « Vaikale ha'am me'avi ». Il a fallu les en empêcher. Pourquoi? Parce que lorsque tu les as empêchés, c'est pas que tu es en train d'empêcher la construction du Mishkan, chas v'shalom. C'est que tu es en train d'empêcher leur propre expression, leur rachat de leur conscience. Pour qui véritablement ils ont donné? Est-ce qu'ils ont donné pour le Mishkan ou est-ce qu'ils ont donné pour eux-mêmes? Et ça, c'est une question qui doit nous traverser dans notre Avodat Hashem sans cesse. Pour qui je fais les choses? Dans notre Avodat Hashem, mais dans notre rapport aux autres. Même dans notre rapport aux autres. À qui je suis en train de donner? Est-ce que je suis en train de donner à moi-même ou je suis en train de donner véritablement aux autres? Vaikale ha'am me'avi. Finalement, cet épisode qui, peut-être dans nos fantasmes, peut-être dans ce qu'on nous apprend, est un épisode qui porte la gloire des Bnei Israël. En vérité, il est beaucoup plus grave. Il vient traduire que les Bnei Israël, ce qui les intéressait, c'est peut-être pas le Mishkan, c'était peut-être justement eux-mêmes. Aïe, 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 aïe. Une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on se dit? On va voir la question principale qu'on a posée au début de la paracha. Qu'est-ce qu'on a dit au début de la paracha? On a dit, mais quel est le lien entre Yom Kippourim, les Machorat Yom Kippourim, le lendemain de Yom Kippour, et le fait d'évoquer le Shabbat? Vous remarquerez la similitude qu'il existe entre le Shabbat, la symétrie et à la fois la dissymétrie entre ces deux jours. Comment on appelle le Yom Kippourim? Vous regardez dans la parachat Emor, Shabbat, Shabbaton, Lachem, le Shabbat des Shabbats. Et bizarrement, au début de notre paracha, lorsqu'on parle du Shabbat, comment on en parle? Je vous prends au mot. Shechet yarmim ta'aseh malacha, uvayom hasheveri yeh lachem kodesh, Shabbat, Shabbaton, Lachem. Ah, comme c'est bizarre. Le Shabbat ici, on le nomme comme Yom Kippour. De la même manière que Yom Kippour, Yom Kippour, il est présenté comme Shabbat, Shabbaton, le Shabbat des Shabbats. Ici, le Shabbat nous est présenté comme Shabbat, Shabbaton. Alors, la seule différence, c'est que dans un cas, dans le Shabbat, on l'appelle Lachem pour Dieu, alors que pour Yom Kippourim, on l'appelle Lachem pour vous. C'est quand même étrange cette histoire. Normalement, c'est le contraire. S'il y a bien un jour où c'est pas pour nous que ce jour il existe, c'est Yom Kippour. On mange pas, on boit pas. Il y en a, ils s'asseyent pas. Il y en a, ils parlent pas. Shabbat, Shabbaton, Lachem, c'est un repos pour vous. Mais quel rapport pour moi? Moi, je me repose en faisant Yom Kippour. Non, Mechila, c'est un jour de jeûne, c'est un jour de tefila, c'est un jour d'effort. Shabbat, Shabbaton, Lachem, c'est tout sauf Lachem, Yom Kippour.
C'est privatif. C'est privatif, Yom Kippour, c'est pas moi qui m'exprime. À la rigueur, le Shabbat, oui. Mitzvah de Oneg Shabbat. Tu profites, tu kiffes. Tu veux une boutade, fais-toi plaisir. Tu veux une Keila, fais-toi plaisir. Tu veux une Dafina, vas-y, exprime-toi. Gvod, tu mets des beaux vêtements. Gvod Shabbat, l'Irvod Shabbat. Ça, à la rigueur, lachem. Et bizarrement, non. Le jour du Shabbat, Shabbaton lachem pour Dieu. Là où on s'exprime. Là où on est dans l'excès de nous-mêmes. Et le jour où on se prive, Shabbaton lachem, il est pour nous. Ça aurait dû être l'inverse. Peut-être que ce qu'on est en train de nous révéler, c'est qu'on peut véritablement parvenir à nous-mêmes quelque part dans la retenue. Quelque part dans la retenue de l'excès de nous-mêmes. Pour parvenir véritablement à ce qu'on est, il faut parfois savoir se taire. Pour être nous-mêmes, il faut savoir se taire. Se faire taire, se taire en nous-mêmes. Pour pouvoir un peu nous écouter, essayer de savoir, mais dans quoi reposent nos lacunes? Parce que ce sont nos lacunes qui révèlent davantage qui on est, plutôt que nos qualités. Plutôt que de voir un excès, une expression, un débordement de nos qualités, ce qui nous mène véritablement à nous-mêmes, c'est une retenue dans nos défauts, une retenue dans nos travers, une exploration de nos lacunes, de nos chesronotes. C'est pour ça que Yom Kippourim, le jour de la privation par excellence, on l'appelle Shabbat, Shabbaton, Lachem. Il est pour vous, car c'est dans la retenue, c'est dans la distance, c'est dans la mesure que tu parviendras à te retrouver. Et c'est cette retrouvaille avec toi-même qui te permettra, qui te conduira à Shabbat, Shabbaton Lachem. À partir de là, une fois que tu auras fait ce travail de te connaître toi-même, d'avoir exploré tes lacunes, exploré tes chesronotes, explorer tes entraves, à partir de là, tu pourras éventuellement construire un chemin vers Akadosh Baruch Hu à travers tes qualités, à travers l'expression de tes qualités, l'expression de ton potentiel. C'est exactement le message inverse de ce qui s'est passé au moment où il a fallu apporter les ustensiles pour le Mishkan. Les Bnei Israël, ils se sont dit, mais regarde comment je suis généreux, regarde comment j'aime le Mishkan, regarde comment j'aime Hachem. Et non, Habibi, t'es pas en train d'aimer le Mishkan, là, t'es en train de t'aimer toi-même. T'es en train de te racheter une conscience, Habibi. Arrête de te mentir à toi-même. Tu peux te mentir à toi-même, mais tu peux pas mentir à Moshe. Tu peux pas mentir à la Torah. Tu peux pas mentir à la vérité. Shabbat, Shabbaton Lachem. Savoir mieux se taire pour mieux être, pour mieux se découvrir, et Shabbat, Shabbaton Lachem, afin d'arriver, Be'ezrat Hashem, à pouvoir s'exprimer, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Qu'on puisse mériter de se connaître à travers l'exploration de nos lacunes, de nos faiblesses, pour pouvoir mieux s'affirmer dans nos qualités et se rapprocher d'Hachem. Yiro enenu ve'ismach libenu, ba'agala u'bizman kariv ve'imru oimen.